What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Cédric de Layup. Cédric, comment ça va? Ça va comment on vit? La forme. On est ensemble aujourd'hui pour discuter de ton nouveau produit. C'est ça. Mais aussi de toute la marque Layup. Donc je veux bien que tu me dises déjà en quelques mots, qu'est-ce que la marque Layup? Layup, en vrai c'est super simple, c'est une marque française de chaussures de basketball. En fait nous on est une marque française spécialisée dans la chaussure de sport au sens large, tu vois, parce que notre objectif, notre ambition c'est de toucher tous les sports. Mais on a commencé par le basket parce que c'est ce qu'on préfère et c'est ce qu'on connaît le mieux, donc on a commencé par ça. Et je dis on parce qu'on est deux, je suis cofondateur de la marque en fait avec mon associé qui s'appelle Wilson, c'est mon associé et mon ami avec lequel on bosse sur la marque depuis le début. Et donc toi du coup Cédric, ça fait combien de temps que tu avais ce projet là en tête avec Wilson? Présente-toi et explique-nous un petit peu d'où est venue l'idée de création de la marque. Wilson et moi on était à l'école ensemble. Nous on avait fait des études dans l'entrepreneuriat. Donc déjà dans notre état d'esprit on savait qu'on voulait créer quelque chose, etc. Et en fait au cours de notre formation on s'est rendu compte que ça collait bien. Déjà on était amis et en plus on faisait du basket ensemble. Et en plus de ça on se rendait compte qu'on bossait bien ensemble. Donc là à partir de là on savait que plus tard on ferait un projet ou quoi que ce soit, mais on savait qu'on voulait bosser ensemble. Et après nos études on a commencé à avoir des discussions un petit peu dans tous les sens autour de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et tout, sur plein de sujets différents. Et le basket en fait c'est arrivé super vite. Et finalement on a bossé sur la paire de chaussures de basketball parce qu'on s'est dit en vrai c'est vraiment le cœur de ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait. Et surtout en fait dans notre définition de l'entrepreneuriat c'était réussir à créer le métier qu'on aime, tu vois, vraiment travailler dans le métier qu'on aime et c'est pour ça qu'on a fait ça quoi. Et donc ça fait combien d'années que la marque a été créée? C'est-à-dire vous avez déposé le numéro de tiré, etc. en quelle année? Il me semble que c'est 2019 le dépôt, donc officiel. Après la première sortie produit elle était en 2020, donc c'est là que vraiment en commercialisation ça a vu le jour. Tout le monde se dit il y a quoi qui se passe, il y a une nouvelle marque, etc. Les premiers articles. Mais sinon on a commencé à bosser sur le projet en 2017. Okay. Donc tu vois 2017 on commence à bosser, 2020 on sort le premier produit. Donc il y a eu quand même 2 ans de charbon avant l'officialisation de l'entreprise et ensuite la commercialisation du projet. Aujourd'hui, quand tu te lances sur le marché de la chaussure de basket, c'est un marché qui est ultra concurrentiel, genre de fou, parce que tu as énormément de marques, des gros poissons qui sont là depuis des vingtaines d'années. On va dire d'où est venue cette inspiration et en fait quel processus stratégique tu vois est venu en tête pour se dire nous on veut commercialiser notre chaussure de basket. Déjà quand tu entreprends, je pense, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas nous c'est notre cas, il y a une volonté ambitieuse de braver un petit peu le truc et tout, ça va être dur, tout le monde va te dire tu vas pas réussir, mais non on va le faire quand même. Et après je te confirme que en effet les marques qui sont installées aujourd'hui, elles ont un poids sur le marché que en fait on n'imagine même pas. Et ils peuvent décider de si on trouve dans un magasin ou non, tu sais, limite, tu vois, ils peuvent prendre ce genre de décision. Et du coup, nous on était dans un délire de ok, ça va être difficile la concurrence qu'il va y avoir sur ce marché-là, mais dans un autre sens, si on arrive à rentrer sur le marché, ça va être chaud aussi pour les autres qui arrivent derrière de nous suivre, tu vois. On se dit une fois qu'on est là, ok, on est chez les grands, ça va être dur, mais au moins on est sur un marché un petit peu plus difficile d'accès et on peut essayer de tenter notre chance là-dessus. Et surtout, c'est un marché qui vaut des milliards, tu vois, aujourd'hui. Ou même si tu prends 1% des milliards, c'est déjà très bien. Il y a très peu d'acteurs qui se lancent aussi parce qu'en fait c'est très difficile au départ. Et donc c'est pour ça moi que ça m'intéressait aussi de savoir sur ces 3-4 années quels ont été on va dire les principaux enseignements et les principales choses que tu as appris dans ce milieu-là, dans ce secteur-là. Tu disais qu'il y a potentiellement certains acteurs qui peuvent t'empêcher d'être sur le Ils peuvent t'empêcher de respirer, ils peuvent t'empêcher de lire. Un truc de ouf. En vrai il y a des trucs, tu es obligé de faire des choix, tu vois. Donc déjà tu as forcément des limites financières. Aujourd'hui les grosses marques elles ont pas de limite en fait financièrement, tu vois. Elles peuvent investir. Et c'est là que la différence elle se fait réellement parce que tu peux avoir les meilleures idées que tu veux. En fait tant que tu es bloqué financièrement ou que tu n'as pas trouvé vraiment un investisseur qui peut te permettre de décupler ton truc, t'es un petit peu bloqué. Pour répondre vraiment à ce que tu disais, ce que j'ai appris, c'est vraiment déjà des processus, comment fonctionne le marché de la chaussure, comment fonctionne la conception d'une chaussure de sport, parce que c'est carrément différent entre une chaussure standard et une chaussure de sport. Quelles sont des connaissances sur les matériaux, sur les designs, sur les réflexes à avoir, sur par exemple un truc que je savais pas, mais quand tu fais une chaussure, il y a des tests après. Forcément, elle est testée en laboratoire, elle est testée aussi par des utilisateurs. Par exemple, tout ce qui est transfert de couleur sur, par exemple, tu as des chaussettes blanches, la couleur, elle agrippe bien sur la chaussure, elle va pas transférer sur ta chaussette ou des trucs comme ça, ou par exemple tu vas pas te brûler parce que le tissu il est en tel % de telle chose ou tel % de telle chose, les allergies, les trucs et tout, plein de détails que finalement tu penses pas quand tu mets ta paire, mais qui moi je suis obligé d'y penser maintenant parce que t'as plus le choix en fait, faut que ta paire elle soit homologuée et qu'elle puisse rentrer sur le marché, surtout qu'il y a plein de règles à respecter, tu vois. Quel est on va dire l'élément qui coûte le plus cher dans la création d'une chaussure de basket? On m'avait dit que c'était le moule, mais je sais pas réellement. En vrai, je pense que l'info elle est réelle, hein. Elle est réelle complètement. En fait, on s'en rend pas compte, mais toute la chaussure nécessite des moules. C'est-à-dire que chaque partie de la chaussure va être moulée dans quelque chose. Donc ça va être soit des petits moules pour faire une découpe, soit des choses comme ça. Et après, il y a la partie semelle qui elle va être un plastique qui va être fondu, qui va être mis dans un moule, tu vois. Et c'est ce moule-là, c'est surtout le moule de la semelle qui va te coûter super cher. Et ça, plus tu vas faire des quantités de chaussures, plus tu vas le rentabiliser. Plus tu vas faire des quantités de chaussures, plus il faut de l'argent. Et plus tu as des chaussures et plus il faut réussir à les vendre, tu vois. Donc au début, tu es obligé de faire des quantités moins importantes que les grandes marques parce qu'on te connaît pas. C'est là où encore une fois la bataille avec les gros poissons elle est encore plus difficile parce que tu dois faire moins de quantité, donc logiquement ça te coûte un peu plus cher.
Je te propose qu'on se parle un peu de la Layup Revo 2, qui est du coup le deuxième modèle de la marque Layup. 2 ans, on va dire plus ou moins 2 ans pour designer jusqu'à avoir le premier sample du produit. Donc les équipes sont en France, les usines pour le coup elles sont basées où? En Asie, elles sont en Chine. Ok. Les usines, l'ingénierie, la partie ingénieur qui nous a soutenus à un moment donné, elle est en France, le designer aussi et nous. Et tu sais, ça c'est marrant, enfin c'est intéressant que tu dis ça parce que nous on est une marque française, tu vois. Je le présente toujours comme une marque française. Mais tu sais, il y a plein de gens qui font l'amalgame entre marque française et Made in France. Ils disent ouais, tu m'as dit que c'était une Made in France, en fait c'est pas du tout une Made in France. Déjà, j'ai jamais dit ça. mais surtout, tu sais, ça gêne personne qu'on dise que Nike c'est une marque américaine, tu vois. Et c'est le cas, tu vois, c'est des Américains qui l'ont fait, donc c'est une marque américaine. Nous on est une marque française parce que c'est des produits faits par nous. Non mais carrément. Pour moi c'est juste finalement d'aller délocaliser une partie du taf, mais en fait globalement s'il n'y a pas l'ingénierie, s'il n'y a pas le design, s'il n'y a pas le marketing, s'il n'y a pas la conception et les idées stratégiques, moi je suis ok sur le fait de dire que c'est une marque française. Par rapport à ce produit-là en question, je trouve qu'il vient un peu à contre-pied des différentes tendances qui sont de façon actuelle. Alors pas sur le coloris parce que globalement les coloris sucrés comme ça on en voit de plus en plus. Mais le fait d'avoir une paire, on va dire mi-haute voire un peu haute, il y a de plus en plus de basketteurs qui veulent des chaussures de basket basses, mais il y a aussi des demandes de basketteurs qui veulent des chaussures de basket hautes et c'est pas forcément les plus âgés. Et ça m'intéresse aussi de savoir comment a été ce parti pris là et du coup comment a été la réflexion par rapport à ça, sachant que la première était quand même assez basse. Donc il y a deux choses, il y a dans un sens il y a la tendance, donc on essaye de s'y accrocher, de suivre, de voir ce qui se passe et tout, etc., d'être dans la tendance, mais dans un autre sens on a envie de créer notre propre truc, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, quand on sort un premier modèle qui lui est plutôt bas, on sait déjà que le deuxième, on va le faire un peu plus haut, tu vois. Parce que on veut, déjà, on veut répondre à tout le monde, tu vois. On veut pouvoir proposer un produit à tout le monde. Et aussi parce qu'on veut avoir une gamme complète, tu vois, de produits. Tu vois, aujourd'hui, les autres marques un peu connues, elles sont capables de sortir une multitude de produits à l'année ou etc. Nous, on va à notre rythme, mais on veut cocher toutes les cases. Même si on veut suivre la tendance sur certaines caractéristiques, on veut aussi respecter certains trucs qui sont dans notre esprit et qu'on a envie de faire, tu vois. Sur le prochain, on sait déjà certaines caractéristiques qu'on veut mettre. Je suis grave d'accord avec ça, je trouve que c'est important au-delà des tendances parce que sinon on va coller à des choses qui existent déjà et finalement on va recopier des choses qui existent déjà, de faire les produits qu'on a envie de faire et au final ça reste un projet entre deux associés et deux gars qui finalement ont passé des années ensemble et qui vont réfléchir aux produits qui leur parlent le plus et au final je trouve ça cool moi d'aller proposer un produit qui te fait kiffer, qui fait kiffer Wilson, qui fait kiffer aussi les gens qui bossent pour Layup. Et tu sais il y a un truc aussi qui dit que plus t'es dans ton truc tu vois et plus t'es clivant finalement et plus bon il y en a qui vont pas aimer tu vois mais ceux qui vont aimer ils vont aimer avec plus de sincérité tu vois parce qu'ils se diront en fait c'est vraiment ceux qui me ressemblent, c'est ce que je veux tu vois. Donc il y a deux coloris qui sont sortis, il y a le coloris Deep Black que j'ai au pied et il y a le coloris Sweet Candy qui est en rose, un peu dans le délire Pink Lemonade qui a bien marché. Moi j'avais kiffé le coloris Pink Lemonade sur la Ardennes notamment. Moi globalement je préfère le noir. On va dire dans la communauté c'est quoi le coloris qui a le plus marché? C'est le rose? En fait il y a une différence entre ce que les gens disent et ce qui se passe en termes de vente. Ok. À l'heure actuelle on a fait, je crois j'ai fait 3 sondages et les 3 sondages ils sortent la noire en priorité tu vois. Et finalement moi c'est les paires qui partent sur le site c'est des paires roses tu vois. Donc je crois les mecs qui préfèrent la paire noire ils l'achètent pas mais c'est ouf parce que tu sais quand t'es à fond dans ton truc tu te rends pas compte mais maintenant qu'on l'a sorti je me rends compte que je vois d'autres coloris qui sont similaires voire très ressemblants avec du rose et du vert tu vois. La Deep Black on savait qu'on voulait un coloris full noir. Sur celle-là on a créé un panel de personnes dans le basket, hors du basket, fans de sneakers ou qui connaissent pas du tout tu vois pour avoir en fait un petit peu un échantillon simple d'une population générale tu vois. Donc on avait une quinzaine de personnes et on avait notre designer en live. En gros il faisait les tests en live tu vois. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous pensez de ces coloris là machin et petit à petit en fait ça a donné un résultat qui ressemblait beaucoup à celui-là et après on a affiné, on a peaufiné, notre designer il a travaillé les couleurs etc et ça a donné ça tu vois. Mais il y avait vraiment un délire de ton sur ton qu'on voulait déjà dès la base tu vois. Donc là, on s'est parlé un petit peu du produit. Si j'ai envie d'acheter la Layup Revo 2, je m'attends à avoir quoi sur le produit, sur les 3 gros points forts qui finalement on voulait être mis en avant dans ce produit-là, tu vois, d'un point de vue performance. D'un point de vue strictement performance, il y a un parallèle entre ce que toi tu veux faire et la réalité, tu vois, parce que ok, nous on veut faire ça, on met toute notre énergie dans certaines caractéristiques, ok, elles ressortent, et finalement tu te rends compte qu'il y a un truc que les gens ils kiffent de ouf, tu vois, alors que ok, t'as travaillé dessus, mais tu pensais pas que ça allait être aussi, voilà. Et là en l'occurrence, nous on a vraiment bossé déjà le confort de la paire. Sur toutes nos paires, on met vraiment un très gros accent là-dessus. Tu sais, c'est une première sensation. Et en fait, nous, on est dans une position, entre guillemets, où on a besoin d'être validé, tu vois. Et du coup, le confort, il est super important. Et comme c'est une sensation immédiate, ça a besoin de savoir, tu vois. On met beaucoup l'accent là-dessus. Donc déjà, le confort. Ensuite, on a forcément la légèreté. On interroge beaucoup les basketteurs autour de nous. Et la légèreté, c'est la caractéristique qui revient, je crois, en première, deuxième position avec le confort. Après, c'est le design. Et après, en fait, celle-ci, ce qu'on a voulu faire, à la différence de la première, c'est renforcer un petit peu l'aspect sécurité de la chaussure, maintien, etc. Tu vois. Le confort d'une vie
en sécurité. Et le maintien est grave ressorti. Et c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui là, les personnes qui la portent, à chaque fois ils l'enfilent, tac, ils disent ah super, elle est confortable et tout. Ah bah putain, elle a un bête de maintien en fait. Bon maintien au niveau de la cheville. Et j'aime trop entendre ça, tu vois. Je me dis bah c'est bien, ça veut dire qu'on a atteint un petit peu entre guillemets l'objectif, tu vois. Moi je sais que sur une chaussure de basket, le point numéro 1 ça va être le confort. Ensuite ça va être l'accroche, sachant que je vais pas forcément jouer en centre de formation, sur des terrains hyper propres, etc. En fait le fait que la paire accroche bien c'est hyper important. Et en 3, moi je vais pas forcément être axé maintien, mais je vais être axé design, matériaux. Je vais aimer que la paire, on va dire, soit bien travaillée, qu'elle soit belle. Moi c'est les 3 aspects que, on va dire, qui vont me faire valider un produit. Et après il y a le prix. La communauté va apprécier les tarifs de chaussures de basket qui vont être juste au-delà des 100 €. Et ce qui est cool c'est que c'est le cas avec cette Leo Brevo 2 puisqu'elle est à 109 € si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Ça rentre dans la gamme de produits de la Ja, ça rentre dans la gamme de produits. Il n'y a pas énormément finalement de produits autour de 110 tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant de la mettre dans ce créneau là. 110 balles, bah, tu vois, même quand tu es étudiant etc. tu te dis bon le budget max, allez ça va être 100 €, tu vois, 110 balles. Et je trouve ça cool qu'elle soit positionnée à ce prix là, tu vois. Elle passe dans ces types de budget là. Même le prix, tu sais, c'est une grosse réflexion parce que ça te nécessite, mais exactement ce que tu as dit en fait, de vraiment étudier qu'est-ce qui est sur le marché et qu'est-ce qui marche en ce moment. Même si tu estimes que ta paire elle vaut plus, ou si en termes de coût, vraiment purement coût matériel, ta chaussure elle vaut plus, tu es obligé d'avoir une stratégie autour de ça et de faire des concessions et te dire bon bah c'est quoi, je vais faire attention, je vais peut-être me positionner plutôt là parce que je sais que de cette façon là je vais réussir à séduire tel type de profil, tel type de profil que j'aurais pas pu séduire si j'avais mis le prix que j'estimais réel pour la paire. Et ça c'est super important parce qu'après arriver sur le marché c'est la guerre. Le mec qui rentre dans une boutique et qui voit une paire à 110, une paire à 130, si celle-ci est une paire portée par un joueur NBA, bah forcément tu vois il fait vite son choix, tu vois. Carrément, d'ailleurs par rapport aux joueurs NBA, en fait la Leo Brevo 1 avait été portée dans le film Hustle par Juancho Hernan Gomez, donc ça c'était un bon petit coup. Qu'est-ce que tu nous prépares sur la deuxième? Est-ce que tu nous prépares un petit truc un petit truc cool La vraie vérité, je vais te dire, ce qui s'est passé sur la Revo 1, c'est clairement un coup de chance. Enfin un coup de chance, c'est un coup du destin parce qu'on connaissait le réalisateur du film, on connaît le réalisateur du film, donc terrible, tu vois, on est super content. Sur la Revo 2, moi jamais je me lève en me disant faut que je passe la chaussure dans un film. Mais là en l'occurrence, on a été contacté par un truc, mais vraiment je m'y attendais pas, par des personnes qui bossent sur un film en ce moment et qui nous ont demandé ouais est-ce que vous voulez placer des produits et tout machin. Et potentiellement c'est un film qui pourrait être très vu, tu vois. Bon je peux pas en dire plus parce qu'ils sont en train de bosser sur leur film. Les gens vont finir par croire qu'on a le bras long dans le monde du cinéma, tu vois, mais pas du tout, c'est juste des coups du sort. Ouais mais c'est bien, moi je trouve que tu vois ça fait partie du process et surtout quand t'es dans un esprit start-up, c'est des bons petits coups qui peuvent demain aussi t'apporter une visibilité plus grande. Est-ce que pour toi il y a des éléments sur le produit qu'on n'a pas abordés ou qui sont pas forcément connus du grand public et que tu as envie de mettre en avant? Ouais carrément. C'est un truc qui se passe souvent avec les chaussures de basketball, c'est qu'il y a une tendance, tu vois, il y a une tendance, il y a un délire, tout le monde va dans le même sens et tout. Et finalement on se rentre dans la tête des standards et on croit que c'est ce qu'il y a forcément de mieux ou on pourra pas machin etc. Je te parle de ça, je te mets le cadre, mais c'est juste pour te parler par exemple des semelles de chaussures de basketball. Et aujourd'hui les marques, les différentes grosses marques et tout sortent des BR avec des semelles un peu plus spécifiques et tout etc. Motif en chevron là, les petits chevrons. Et ils vont souvent dans le même sens, tu vois, etc. Et nous en fait sur cette semelle là, on a fait un choix et je me suis rendu compte que de prime abord, quand les gens voient la semelle, ils ont un doute, ils se disent ah mais je suis pas sûr qu'elle a grippe et tout, etc. Et en fait ce qu'on a fait, tu vois, dans le motif, sur cette semelle là, tu vois, on a fait un choix. La semelle elle a un cercle qui commence ici, qui est à la base en fait du gros orteil de l'hallux comme on dit. Et en gros c'est l'endroit où tu auras le point d'impact le plus puissant, tu vois. Et en fait le reste sont des cercles qui vont à partir de ce point là. Et en gros le délire c'est que tous tes impacts sur ton pied ils vont partir de là pour aller dans une direction. Et en fait en faisant des cercles, la logique du cercle c'est que quelle que soit la direction dans laquelle tu vas, tu auras forcément un grip parce que ça va finir par accrocher, que tu ailles dans ce sens là, que tu recules, que tu avances, tu ailles à gauche, à droite, etc. Tu vois. Du coup c'est vraiment une espèce de grip multidirectionnel qu'on a voulu faire sans forcément avoir un gros relief sur des chevrons. Et je pense qu'on est tellement dans les délires de la tendance, etc. qu'on se rend pas compte qu'on peut faire aussi bien, parfois mieux, avec des choses différentes. Et du coup sur notre semelle, moi je suis content parce qu'elle a la grip, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est hyper dur entre ce que tu as envie de faire d'un point de vue motif quand ça passe dans l'usine et ce que ça donne à la fin. Je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que c'est aléatoire parce que tu as des marques qui vont garder les mêmes motifs en chevron parce que ça marche depuis des années et puis tu as des fois des marques où ça va être une fois ça marche, une fois ça marche pas. C'est limite un point où même moi en tant que basketteur avant j'étais en mode je vais essayer de voir si ça accroche avant d'acheter la paire et limite c'est l'un des points qui va me la faire acheter aussi parce que en fait tu te dis une paire qui accroche pas, elle a beau être super belle, super confort, c'est chiant, c'est chiant. Risqué en vrai. Et je trouve ça cool que dans ton storytelling tu puisses apporter quelque chose de pertinent parce que au moins le processus a été vraiment pensé pour ça. Il y a une logique pour nous, ouais. C'est sûr que tu peux pas sortir 10 000 chaussures exactement pareilles. Ça c'est impossible. Un jour le logo il sera légèrement décalé, le truc il sera comme ça, là la couture elle est à l'envers, le machin et tout. Il y aura forcément des trucs qui sont un petit peu bizarres. Mais l'exercice c'est ça, tu vois, il est exactement là en mode suivi qualité, vraiment être la tête dedans et te dire faut vraiment que mes trucs ils se ressemblent tous pour que tout le monde soit satisfait. Et avant même de satisfaire les autres, faut que toi tu sois satisfait du rendu, que tu te dises ouais c'est exactement ce que je voulais, tu vois. Tu vois, même ça, tu vois, le logo il est imprimé là, t'es jamais à l'abri que le logo il soit légèrement biais ou un truc comme ça et ça te rend fou, tu sais. Mais je suis d'accord qu'il y a une part d'inconnu. Et d'ailleurs en parlant du logo, je veux bien que tu me parles de cette inspiration par rapport à
ce logo-là et du nom, en fait, layup. Layup, si je me souviens bien, je pense que c'est une idée de Wilson. Un jour, il a débarqué en disant layup. En fait, au moment où il le dit, il n'y a pas plus logique, en fait. Layup, bah, en fait, c'est logique, en fait. T'es sur un terrain de basket, on connaît les basketteurs. Layup, le terme, même, tu vois, le geste, il vient tout de suite avec. Si t'as fait du basket, le terme, il est simple et il parle à tout le monde, tu vois. Donc, déjà, le terme, on était survalidé, on était content. On l'a un peu testé, mais en vrai, on l'a validé très rapidement. Et même en sonorité, à l'oreille et tout, layup, ça va bien. Après, c'est vrai que sur des personnes qui sont pas habituées au basket ou qui connaissent pas, ils peuvent te faire des formulations bizarres, les youp, des trucs bizarres, tu vois. Mais sinon, ouais, layup, ça glisse bien. Et sinon, pour le logo, Un ballon de basket, non? bah en fait, tu vois, c'est terrible que tu dises ça parce qu'en fait, il y a différentes interprétations et en fait, les gens, ils disent plein de trucs différents. Et nous, on a travaillé avec une graphiste qui avait bossé là-dessus, super talentueuse et tout, qui nous avait fait plein de propositions différentes et elle a sorti celui-là, tu vois. Et elle a donné son interprétation à elle. Elle a expliqué que c'est pour rappeler les sports de ballon, donc le ballon de basket, pour rappeler aussi la précision dans le basket. Tu sais, il y a un effet cible un peu, tu vois. Et après, tout le reste, c'est des interprétations des gens. Il y en a, ils vont te dire, ouais, on dirait un filet d'une manière ou d'une autre, tu sais, peut-être vu du dessus, on dirait peut-être un filet. Ouais, ok. Là, t'as dit ballon, il y en a, ils me disent, ouais, bah, ce que t'as dit sur l'arbre, ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise. Il y en a qui retrouvent qu'il y a un petit air de Timberland ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, après, il y a plein d'interprétations différentes. Ouais, après, c'est les goûts, les couleurs de Et chacun. ouais, c'est la vision de chacun. Mais nous, en tout cas, à la base, le sport et le côté un peu cible qui nous a percuté. J'ai vu qu'il y avait pas mal de projets, tu pourras en reparler, les Basket Days notamment, des pop-up stores, etc. Comment tu t'y prends pour aller séduire la communauté basketball en France? Et surtout, on pourra en parler dans un second temps, est-ce qu'il y a des aspirations potentiellement, tu vois, aller peut-être sponsoriser un athlète talentueux pour, je sais pas si demain il joue en Euroleague, en NBA, qui puisse porter la marque? Je veux bien que tu m'en dises plus sur le développement de la marque, la difficulté, les facilités, les victoires, et ce que tu entreprends au quotidien, peut-être que les gens ne voient pas. Bah ouais, il y a plein de trucs un petit peu de l'ombre, tu vois, de taf de l'ombre. Bah vas-y, je vais t'expliquer. Déjà, la première chose que j'ai pas dit tout à l'heure, Wilson et moi, en fait, on s'est divisé les tâches dans la société. Wilson, il est très orienté vers tout ce qui va être stratégie de l'entreprise, développement stratégique, etc. Et moi, plus la partie communication, donc tout ce qui va être un peu visible. Et c'est pour ça qu'on me voit davantage sur les réseaux, etc. En termes de développement, vraiment, ce que nous, on a choisi, en fait, quand tu lances une marque comme ça, la première chose qu'il faut que tu trouves, comme tu l'as dit, c'est un marché qui est archi concurrentiel, c'est tes éléments de différenciation. Comment toi, t'es différent des autres? On s'est rendu compte assez rapidement que notre différence, c'est le côté un peu, la proximité, en fait, c'est le côté humain qu'on a, que les autres marques n'ont pas forcément. Par exemple, je sais que tu bosses avec des marques, etc. Tu as des interlocuteurs, mais j'imagine que pour l'instant, après peut-être tu vas me contredire, mais tu n'as pas encore eu le boss de Nike au téléphone comme tu peux parler avec moi. Et du coup, ça crée une proximité, une facilité d'accès et une histoire qui est à la portée de tout le monde en fait. Et ça, c'est ce qui fait notre force dans le sens où moi, par exemple, on me voit sur les réseaux sociaux, mais quand par exemple je vais faire des tests, en ce moment, on fait beaucoup tester la paire de chaussures sur des terrains, et ben je viens, c'est moi aussi, je débarque avec mes cartons. Quand faut aller faire le réapprovisionnement, bah c'est encore moi et tout, etc. Et du coup, ça crée un relationnel que les gens ils se disent, ah mais en fait c'est le mec de Layup en fait. Et ce lien là qu'on crée, bah il peut pas être créé par les autres marques. Et elle est là notre force en fait. Par exemple sur Instagram, quand une personne inconnue, elle envoie un message sur les réseaux pour avoir une question ou une info, bah en fait c'est moi qui réponds. Donc quand il y a un problème sur sa commande et qu'elle reçoit un appel, bah c'est moi aussi, ou sinon c'est Wilson, tu vois. Donc finalement quand on fait des événements, c'est encore nous, et les gens ils créent du lien, tu vois. Ils se disent, ah bah c'est Cédric et Wilson de Layup. Et je pense que c'est ce truc là qui va vraiment faire la différence au bout d'un moment, puisque si on arrive à être connu partout en France, je pense qu'arrivé à un moment donné, les gens ils seront en mode c'est normal de soutenir Layup, c'est les gars de chez nous, c'est nos gars, plutôt que porter autre chose, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une affection pour les marques américaines et notamment Nike incroyable. Mec, là tu remontes sur le terrain, tu regardes, je crois on est à 85-90% de Nike sur un terrain. Ouais, et encore là, il y a abusé. Puma qui fait du sale, mais ouais, il y a un pourcentage de Nike. Mais ça m'intéresse parce que aujourd'hui, pour moi, pour faire la diff, il faut réussir aussi à créer le mouvement et que tout le monde monte dans le train et que tu arrives, on va dire, à exposer Layup aux gens en disant coucou, on est là, et d'aller le faire découvrir les produits. Et c'est ce que tu as fait finalement avec les Layup Basket Day. Je veux bien que tu m'en parles un peu plus. Est-ce que tu prévois une saison 2, c'est la saison prochaine? Carrément. Layup Basket Day, c'est quoi? C'est un tournoi national amateur qu'on a fait de 3-3. En gros, le principe, c'est quoi? C'est que tous les mois, on allait dans une nouvelle ville en France. Donc, on est venu à Lille, on a été à Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Rouen, Paris. Franchement, on a tout fait. Et à la fin d'année, on a réuni tous les vainqueurs des Layup Basket Days et on les a fait venir à Paris pour le tournoi final où on a fait jouer et tout. On a fait gagner aux vainqueurs et au MVP du tournoi un an de sponsoring Layup. Et voilà, donc ça, c'était le principe à la base. Donc, on a fait ça une première année, on a fait ça une deuxième. Et là, sur la troisième, je pense qu'on va recommencer, ouais, mais on va peut-être changer un petit peu le format. On va peut-être davantage le condenser, peut-être pas faire une fois tous les mois pour refaire l'aventure, tu vois, parce qu'elle nous a vraiment fait du bien et nous a permis d'être connus un peu partout en France. Et l'exposition, en fait, le fait de présenter, c'est super important. Et ça passe par ce que tu expliquais tout à l'heure aussi, le fait de trouver un joueur, trouver des joueurs qui portent le produit. Et là, en ce moment, on est trop content parce que c'était pas le cas avec la Layup Revo 1, mais là, avec la Layup Revo 2, on a de plus en plus de joueurs professionnels et semi-professionnels qui commencent à porter le produit. Et ça, franchement, ça fait une grosse différence.
Est-ce que dans la roadmap, un peu dans les projets qui arrivent, tu as cette idée-là de se dire on aimerait bien faire porter le produit par un joueur d'Euroleague, par un joueur NBA? Est-ce que tu as des discussions avec certains joueurs? Est-ce que demain tu aimerais bien développer un produit en collab potentiellement avec un joueur qui va apporter un peu ce qu'il aime bien dans une chaussure? Carrément, même actuellement, c'est un sujet qui est super important pour nous, le fait que des joueurs professionnels portent notre paire de chaussures. Aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent essentiellement en France et pas encore en Euroleague, mais carrément c'est l'idée parce que déjà c'est essentiel, tu vois, ça nous apporte une visibilité supplémentaire et surtout ce qui est bien et ce qui est fait du bien aussi à nous avec un joueur professionnel, c'est que si un joueur professionnel il porte ta paire, il est sur le terrain, ça veut dire que n'importe qui peut la porter, tu vois. Moi je suis amateur, peut-être que la chaussure m'ira pas parce que les caractéristiques c'est pas ce que je veux, mais en tout cas en termes de qualité et en termes de sécurité, etc. Ça veut dire que ce produit-là, il est viable et qui peut être porté par n'importe qui. Donc ça c'est déjà un bon élément, tu vois. Donc forcément ouais, on cherche ce type de joueur. On est en discussion avec plein de joueurs, on propose, on regarde ce qui les intéresse, on comprend. Tu sais aussi on est quand même un petit peu nouveau sur le marché, donc on apprend de tous les trucs, tu vois. Là maintenant on arrive avec un nouveau produit qui plaît encore plus, donc forcément on a des discussions plus avancées avec des joueurs et tout. Et je pense que ça va arriver très rapidement, tu vois, ce truc-là, parce que pour nous c'est important. Et je pense que les joueurs aussi, mine de rien, sont à la recherche de ce genre de choses, d'être valorisés par une marque et d'être mis en avant. D'autant plus qu'il y a plein de joueurs talentueux en France, en Europe et tout, etc., qui sont pas tant, tu sais, forcément Nike et toutes les autres grandes marques, elles vont bombarder les joueurs NBA, tu vois. Elles vont pas les lâcher, faut les signer. Mais il y a des joueurs ici qui ont énormément de potentiel, qui sont connus et reconnus et qui sont pas autant mis en avant. Et je pense que c'est important pour nous d'aller aussi toucher ces joueurs-là. À aujourd'hui, donc le deuxième modèle, Layup Revo 2 qui vient de sortir et qui est disponible d'ailleurs pour tous aujourd'hui sur le site. Layup.fr. Ça commence à quelle pointure? Parce que j'ai cru entendre aussi qu'il y avait un modèle pour les juniors, on en a pas parlé. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû le ramener ça. 32 jusqu'au 40 pour les juniors. Jusqu'au 40 et le modèle adulte 38 jusqu'au 49. Donc toutes les personnes qui font 38, 39, 40, elles peuvent porter le junior et le adulte. Ok, très le cool. Junior, il était forcément pour les juniors, donc pour les plus petits, mais aussi pour encore mieux toucher un public féminin. Parce que mine de rien, de manière globale, les filles ont des pieds plus petits que les hommes. Et en fait, c'est vrai que sur le premier modèle, malheureusement, en fait, on a un public féminin qui pouvait pas porter la paire, tu sais, qui était en mode je fais du 37, je peux pas la porter. En plus, il taille un peu grand. Donc là, on s'est dit là au moins on les loupe pas. On a un produit qui fait 32-40 et un autre qui fait 38-49. La plupart des gens sont touchés. Après, c'est vrai qu'il y a au-dessus des basketteurs, notamment des pros, qui taillent au-dessus, tu vois. Moi en tout cas, pour être tout à fait honnête, moi j'aime bien l'énergie, j'aime bien la dynamique. Je ressens beaucoup de choses qui ressemblent à mon ADN, qui est de la communauté, les basketteurs, comment faire en sorte de faire des projets avec du sens. Tu vois, les Basket Days, c'est exactement ça. Et en tout cas, j'espère que ça continuera comme ça sur 2023 et sur 2024. Force pour le produit, j'espère que les gens vont le kiffer, j'espère qu'il sera potentiellement référencé un peu partout. Mais en tout cas, on souhaite que du bonheur, que ce soit aux fondateurs, mais aussi longue vie au produit. Et on se reverra peut-être bientôt pour parler projet, etc. Donc merci encore Cédric pour ton temps. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer? Dis-moi. Ouais, merci beaucoup Reda, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'aime beaucoup, je te retourne le compliment, mais je kiffe ton énergie mec, ce que tu renvoies et surtout ta générosité et la façon dont tu crées un lien entre toi, ta communauté et les gens qui t'entourent. Franchement, merci beaucoup mec. Moi, ce que je vous recommande, c'est potentiellement de passer à Rouen dans le shop. Quand il y a des Basket Days, des déplacements, d'aller vous déplacer, d'aller checker Cédric, d'aller checker Wilson, d'aller checker un peu ce que peut proposer la marque et d'aller potentiellement aller checker le produit. Et si vous voulez vraiment soutenir, c'est d'acheter le produit et d'avoir un avis précis et concis sur la paire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je mettrai le lien en description vers la boutique Layup. Cédric, merci mon vieux. On se tient au jus. Avec grand plaisir. Merci encore pour ton temps. Puis voilà. À la prochaine les gars. Ciao.